Donc bien bonjour, bienvenue dans le premier podcast de French Nerd. Bien le bonjour. Alors bien un podcast dédié à un film que nous sommes allés voir. Et oui, nous sommes allés voir Dragon Ball Evolution. Et comme dit la petite maxime maintenant célèbre, Dragon Ball Evolution fait mal au fion. Voilà, je viens tout juste de sortir de l'hôpital. Là, on m'a posé 6 points de suture. J'ai mal à mon enfance, comme disait l'autre. J'ai mal à l'enfance. Ouais. Alors bon, un petit rappel historique. Donc Florent et moi, et beaucoup de gens en France, on est vraiment fans de Dragon Ball Z, puis Dragon Ball GT depuis qu'on est gamin. Il y a eu, on peut reconnaître, une petite baisse de régime sur Dragon Ball GT. Oui, mais globalement, les Dragon ça fait Ball, partie de notre enfance. Les cartes à jouer Dragon Ball dans la cour de Voilà. récréation, c'était un peu une raison de vivre aussi, faire les transformations, etc. etc. Enfin, ça fait partie de notre culture, notre bagage, notre mémoire collective d'enfants. Tu permets, je profite de l'antenne pour remercier Dorothée qui s'est suicidée hier, on l'a appris là, donc voilà, c'était dur pour elle de porter ce fardeau, qui a importé Dragon Ball en France et puis qui voit effectivement le film et qui le prend mal. Voilà. Bon, malheureusement, cette blague de 1er avril ne sera pas mise en ligne le 1er avril. Ah merde, putain, je croyais, je suis à la bourre, mais on a fait la teuf hier. Bon, donc on était fan de Dragon Ball. Après, donc il y a quelques mois, on apprend le film se fait, un film américain, tout le monde l'attendait, on se dit bon, bah, pourquoi pas. On voit la bande-annonce. On a peur, ouais. Moi, je me souviens très bien, j'avais un peu de temps à perdre, j'étais sur Allociné, je vois la bande-annonce du film Dragon Ball depuis le temps que j'en entendais parler, je dis ah putain enfin ça y est machin, je regarde le truc et là j'étais très en colère, je me suis dit grosse déception, merde, fais chier. Mais alors donc après on décide de faire une parodie de la bande-annonce donc, que vous avez certainement vu. On n'est pas les premiers, on n'est pas les derniers, il y a eu beaucoup de parodies, même Stealth Alchemist, on l'a vu hier. Ah oui, très bonne parodie de Stealth Alchemist, l'animé face au film. Une autre parodie que je te montrerai aussi qui est vachement sympa, c'est Hitler qui apprend que le film va être fait. C'est une parodie de La Chute où ils ont sous-titré avec des répliques où il apprend que le Dragon Ball va être fait en film. Ah donc, oui, petite Pascal Hainaut aussi a été très déçu le jour où il a appris que Dragon Ball allait être fait dans ces conditions, à savoir de la merde. Mais voilà, malgré toutes les parodies, malgré toutes les blagues qu'on peut faire, on a décidé à la base de ne pas boycotter le film. Comme certains le font voilà, d'ailleurs. Comme certains le font, beaucoup, ils disent non, n'allez pas le voir parce que ça fera de l'argent pour la Fox. Donc on s'est dit, bon, autant aller le voir, même si ça a l'air d'être de façon évidente une mauvaise adaptation, mais pourquoi pas. Donc on savait à quoi s'attendre hier à la séance de 18h20 quand nous sommes allés au UGC Ciné-Cité des Halles, et pourtant la déception était très très grande. C'est-à-dire que c'est peut-être le film où je suis rentré avec le moins d'attente. Et t'es ressorti avec le plus de vénératitude. Ah ouais, franchement, à la limite, la dernière fois où j'étais allé voir un film comme ça, c'était pour Battlefield Earth. Et je m'attendais pas à grand chose, et j'ai vu pas grand chose, et j'ai assumé. Autant là, je m'attendais pas à grand chose, mais là quand même, ça va très loin quand même. Ça va très loin dans le foutage de gueule. C'est vraiment, c'est ça, c'est du mal à notre enfance, c'est vraiment rien à... Alors, je me permets de faire cette petite anecdote qu'on a en commun, c'est quand le soir on était allé voir Requiem for a Dream au cinéma. Oui. On avait pris le métro ensemble et pendant une demi-heure on avait été incapables de s'échanger des mots. On était sous le choc. Et là c'était un peu ce sentiment-là, mais dans la version complètement différente. Putain, mais quelle merde, qu'est-ce que c'est cette daube. Moi, c'est un peu le même sentiment qu'on a après la scène du double anal dans Requiem for a Dream, c'est ça? C'est un peu ça, ouais, sauf qu'il y a une aigreur, je crois, qui est encore plus présente. Mais on doit dire que on a vu le film dans les meilleures conditions qu'on puisse rêver. Ouais. C'est-à-dire que on est à la séance de 18h au Hall, il y avait que des geeks de 20 à 40 ans. Oh, 30 même, 30. 30, ouais. Mais il n'y avait pas de petits morts qui ne connaissaient pas du tout le manga. Qui font crari, qui connaissent Dragon Ball. Il y avait que des gens comme nous
que des gens qui avaient l'air d'être au courant que c'était une grosse merde, à part le mec à ma droite qui avait l'air de découvrir au fur et à mesure les trucs. Limite il se levait, il faisait des doigts sur l'écran. Ah, il était blasé de scène en scène, le gars, quoi. C'était. Mais ce qui était très drôle, c'est que globalement il y avait une bonne ambiance. Non, faire ça comme ça, c'est pas possible. Et même dès le départ, les gens ont applaudi. Avant même le titre, les gens applaudissent. Et chaque fois qu'il y a eu des répliques de Sangoku, les gens riaient. Et franchement, c'était bon esprit. C'était très bon esprit. C'était le gros bordel dans la salle. La salle était pleine. Ça parlait à voix haute. Ça huait ou ça applaudissait toutes les 10 minutes. Enfin, Donc c'était vraiment les meilleures conditions qu'on puisse voir le film. Malheureusement, tout le monde ne peut pas avoir ces conditions-là. C'est-à-dire que si vous êtes dans un cinéma de quartier ou vous êtes tout seul dans la salle, là, vous pouvez vraiment vous sentir vraiment seul. Tu crois que Dragon Ball passe dans des cinémas de quartier ? Ah bah, à mon avis, il passe partout. Hein. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est un film... voilà quoi, si vous voulez le voir, faut le voir dans certaines conditions parce que sinon ce serait un peu le nouveau Double Team quelque part. Pendant un moment, on s'amusait à louer des films comme Double Team et surtout Double Team, on le louait souvent pour le mater entre potes et faire des arrêts sur image débiles et se retracer des répliques. Même avec ça, je pourrais arracher la bite d'une bouche à 300 mètres. Oui, mais c'est tout ce genre de conneries. Mais je pense que Dragon Ball Evolution va plus loin là-dedans parce que il n'y a même pas de réplique. Chaque scène surpasse la précédente et t'emmène vers une conclusion des plus navrantes. Et là-dessus, c'est un exercice de style pratiquement. Alors on va essayer de résumer le film scène par scène, globalement. D'ailleurs, juste tu permets, oui. on fait un petit appel un peu disgracieux envers nos amis auteurs. Hein. Mais là, il faut reconnaître que on encourage officiellement le téléchargement de ce film. Ah oui, complètement. Parce que ce n'est pas la peine. Que je ne pense pas que le piratage soit une bonne solution pour... Beaucoup de jeunes se piratent des films au lieu d'aller au cinéma et c'est pas forcément bien, que ce soit pour l'industrie, mais même pour l'expérience de visionnage. Mais là, franchement, allez-y quoi. Personne ne vous en voudra. Voilà quoi. C'est un film à télécharger. Protégez-vous, mettez quand même le petit bout de caoutchouc, on sait jamais. Mais franchement, je pense qu'on peut le dire, ouais, c'est un film à télécharger et à regarder entre potes. Ah oui, ça donc, c'est sûr. Et peut-être un peu... En 12D quoi. Un peu, un peu... N'hésitez pas à boire un verre ou deux. Oui, bien sûr, ça fera passer la pilule. Oui, ça passe mieux. Voilà. Donc, alors, essayons de résumer le film, parce que c'est un film quand même qui est très particulier. C'est-à-dire que c'est un film où il y a beaucoup de choses à dire. C'est pas un film navrant dans le sens où il se passe rien et tu fais ouais, bon, voilà. C'est un film où il y a tellement de choses à dire. C'est tellement de choses qui vont pas et tellement de choses qu'ils ont essayé de faire et qui ne marchent pas. C'est incroyable. Première scène du film, déjà, t'as une sorte de résumé. On te raconte l'histoire de Piccolo qui aurait détruit la Terre. Il y a 2000 ans. Bon, alors ça, c'est une sorte de de background où tu sens déjà que il y a des faiblesses dans le scénario. Pour que tu te dise ça dès le départ, c'est qu'il y a des problèmes quoi. Et bon, voilà, on n'a pas de surprise, l'intrigue est posée. Piccolo est un méchant. Voilà. Et il va venir foutre la merde. Et en fait, ce qui est bien dans cette scène d'introduction, c'est qu'elle permet de ne pas du tout expliquer pourquoi il est méchant. Voilà. Parce qu'on te dit Piccolo est méchant. Et il va peut-être revenir. C'est tout ce qu'on te dit et ça suffit. 10 minutes plus tard, il est là, on sait pas d'où il débarque. On sait pas comment il est sorti. Mais avant ça, il y a cette magnifique scène. La scène d'intro de Sangoku. Qu'on pourrait. Qui commence par des gros plans sur de la sueur qui tombe de son nez. Oh là là là. Et donc ça commence très fort, beaucoup d'éclats de rire. C'est absurde, c'est débilissime. On sait pas où ça va en venir. C'est une espèce de... Et donc il s'entraîne sur des cordes à linge avec son grand-père. Donc là, tout de suite, erreur, hein, puisque forcément, les fans de la BD sauront que Sangoku, le grand-père Sangoku, Sangohan, est mort bien avant le commencement de l'aventure. Que Sangoku arrive on découvre Sangoku dans un petit garçon. Voilà. Là, il est déjà un ado post-pubère bien gaulé, quoi. Oui, et surtout, ils vivent dans la forêt. Alors, on comprend qu'ils vivent dans la forêt. On fait, ok, ils vivent dans la forêt, mais en même temps, c'est un peu moderne. Donc c'est très dur au début de cerner où est-ce qu'on est, mais bon. Donc ils se battent. Ah oui, bon, bien sûr, le grand-père est de type asiatique. Le Sangohan est joué par un Américain de base. Sangoku, autant pour moi. Ouais. Et jamais il se pose la question pourquoi peut-être qu'il a été adopté, tu vois, c'est ça. Ou peut-être qu'il sait pas son vrai grand-père. C'est ça. Mais bon, ça, à la limite, bon.
Et donc ils se battent. Et Avec une succession de dialogues bidons. Ah mais complètement. De dialogues, Mais- c'est que des clichés, des phrases toutes faites. Alors c'est en fait en gros toutes les phrases dans la scène d'intro vous expliquent en gros le problème de Son Goku dans la vie. Alors il a des problèmes très complexes, à savoir il arrive pas à parler aux filles et il manque de confiance en lui. Voilà, il n'arrive pas à s'accomplir à cause d'un problème de confiance en lui. Alors le grand-père lui trouve une solution toute simple. Il faut dit que tu aies confiance en toi. Voilà. Voilà. Donc bon, Donc, d'accord. donc, ça c'est Et il te le répète déjà au moins 3 ou 4 fois dans la scène, la Voilà. première scène. Et on va le retrouver bien sûr plus tard dans le film, toutes les 10 minutes. Voilà. Et donc pour son anniversaire, il lui dit écoute voilà, je sais que t'es un jeune qui aime je sais pas les consoles, qui aime les filles, t'auras peut-être une voiture, il lui offre une boule de cristal. Donc ok, bon, il a pas l'air d'être Pour mécontent. son 18e anniversaire, Voilà, puisque ouais. le film s'ouvre, on sait que c'est le 18e anniversaire de Sangoku et qu'il va se produire une espèce d'événement... Une éclipse. Voilà. Voilà. C'est vrai que l'éclipse ça sert à quoi dans le film Bah elle est censée... ramener le gorille. Ouais. Ah bah oui. T'as niqué la fin. Non oui mais non. Oui. Bon, enfin il y a une Bon. éclipse, il y a un gorille, on en reparle plus tard. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ah ouais putain le gorille. Alors oui c'est ça tu l'attends pendant tout le film et après tu regrettes de l'avoir entendu. Hein. Donc ensuite, Sangoku va à l'école. Va au lycée. Voilà. Alors voilà et c'est là où tu dis bon. Donc Alors, il sort de sa forêt, il arrive dans une ville très moderne où il y a que des Fiat Punto, il y a des des Renault. Renault. Oui, Voilà, il y a donc, donc, vive le placement publicitaire. donc c'est là où le gros problème du film est carrément annoncé. Il y a un gros problème dans la clarté de l'univers dans lequel est située l'aventure. C'est-à-dire que dans l'œuvre de Toriyama, c'est un monde. Ils appellent ça la Terre, mais on sait très clairement que c'est pas la vraie Terre. Il y a des animaux qui parlent, c'est un peu une sorte de voitures qui futur, volent. un peu bizarroïde. Tout est un peu japonisé. Et bizarrement, ce monde un peu farfelu a quand même une cohérence. Tu vois, c'est-à-dire qu'on arrive à comprendre en gros les. À adhérer. Alors que là, comme c'est censé être dans notre monde, mais pas trop, et c'est le présent, mais c'est le futur un peu, et c'est et ça rend tout l'univers incompréhensible Incompréhensible et très inintéressant. et très honnête. Voilà. Très Si inintéressant. on sait pas ce qui peut arriver. Parce que donc dans cette scène de collège, évidemment, on retrouve à ce moment-là, après les clichés de la scène de famille, on a les clichés de la scène du teenage movie. Et oui, Donc- mais ça, c'est que ces clichés-là qui on est habitué à les voir dans les années 80 et tout, genre you're a loser, you can't fight me. Oh. Non, années 80, moi là, tel que tu le fais, ça me fait penser à Grise, quoi. Donc grosse régression. Ah oui, quand encore même. plus régressif. Tu vois, là, c'est vraiment genre. Mais et donc il se retrouve face à des loupards qui. Alors c'est là où j'arrive pas à comprendre. Sangoku est censé être un nerd, donc un mec un peu retranché dans son univers, alors qu'il est totalement à la mode. Ouais, c'est Il est clair. totalement branché, totalement intégré dans cet univers de Jones à sorte Beverly Hills. Et pourtant, enfin, on n'arrive pas à comprendre. Voilà, c'est là où ils ont essayé de faire un peu genre Peter Parker et Spider-Man, sauf que dans Spider-Man, on voyait la tête de Tobey Maguire, on voyait comment il s'habillait, On y croit. on y croit, On y croit. on comprend le truc. Là, on te demande juste de l'accepter, tu vois, genre. C'est comme si c'est ouf comment on peut entendre le producteur parler au réalisateur scénariste en disant ouais il faudrait qu'il soit rejeté comme dans tu sais un peu sorte de mec qui veut être avec la plus belle fille, mais la plus belle fille elle est avec un mauvais mec mais elle est gentille. Ah oui, bah alors très bien, alors j'ai ça à vous proposer. Et Ah oui, mais non, mais quand même un peu plus de classe, quand même. Je voudrais voilà, un peu oui, plus c'est là, de- voilà, et donc au final le personnage du nerd est finalement très classe et il sait se battre et enfin, bref ça n'a aucun sens. Ça- C'est dès le départ il y a un gros problème à ce niveau là. Alors, il y a on peut une- parler- attends, il y a une scène que t'as oublié, Florent. C'est la scène où il est à l'école, il est en classe, Et il rêve sur la et fille. il rêve sur Chichi. Ah putain. Et là, tu te dis, mais. Bah là, on peut voir de l'humour là-dedans. Mais non, mais c'est ça, le pire, c'est que moi, dans la première scène du film, quand Sangoku tombe de la. Il se bat, il tombe, et la tête Se dans les ramasse pastèques. la gueule dans la pastèque. Là, j'étais content. Pourquoi je me suis dit, ok, ils vont tenter de reproduire l'humour un peu concon, un peu burlesque de Toriyama. Et j'étais très content. Je me suis dit, bon, s'ils vont dans cette direction-là, tant mieux. Ça fera un film un peu à la Stephen Chow. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les blagues du film Elle tombent à l'eau. tombe à l'eau comme un. Et c'est pas bon. parce qu'elles sont déjà vues. Alors il voit Chichi et là tout d'un coup le fond disparaît. Elle est dans un champ. Elle mange une fraise.
Et là tu te dis, mais dans quel film je suis? Qu'est-ce que... C'est complètement absurde. Il n'y a aucune cohérence, aucune unité. Les personnages sont présentés pour que, à chaque fois, pour qu'on comprenne bien que les personnages, pour faire plaisir aux fans, sont bien ceux de Dragon Ball. C'est bonjour, moi c'est Chichi. Voilà. Bonjour, moi c'est Goku. Bonjour, moi c'est Yamcha. Bonjour. Voilà, pour être sûr. Mais tout de suite, hein, tu les vois la première fois, pouf, ils se présentent. Voilà, comme ça, au moins c'est Ouais. clair. Et après, les personnages sont pas développés plus que ça. À part qu'on sait que certains sont plus ou moins gentils, ils savent plus ou moins se battre. Enfin voilà. C'est très terre à terre encore à ce niveau-là. Mais donc l'humour qu'ils essaient d'amorcer dans le film, à chaque fois tombe à l'eau et ça devient vraiment ce qu'on pourrait qualifier, sans vouloir être non plus trop méchant, mais d'une chose un peu pitoyable, quoi. On se Mais dit, genre, carrément. Mais ça- alors que tout est franchement, mal fait, mal franchement, vu. même moi qui suis en termes d'humour, moi je me marre sur n'importe quelle connerie, tu vois. Voilà, là ça me fait marrer. N'importe quel film avec Viens de Will péter. Ferrell et tout, moi je suis fan. Mais là franchement c'est abusé quoi, parce qu'ils essaient de, enfin disons que les blagues vous rappellent que en gros elles sont là pour boucher un trou, pour faire plaisir aux gens, alors qu'en Ouais. fait ça va pas du tout dans le bon sens quoi. Donc bon, il y a cette scène de classe. Alors c'est... Après, Et on... puis en parallèle de ça, Piccolo est déjà, oui, donc il est Ah déjà ouais, ouais. là. Piccolo va buter des gens pour récupérer des Dragon Ball, et alors tu sais pas où... Bon, enfin voilà, quoi. Ouais, donc Ah si, il y a cette scène que je trouve assez poétique, mine de rien, où il dit c'est plus facile sans l'eau. Donc c'est une belle métaphore oui, de l'écologie. parce que Voilà. il assèche un lac. Voilà, pour trouver une Dragon Ball, sachant qu'à un moment on le voit, le raccord est très mauvais, puisqu'on le voit, il a pas l'air d'être dans le lac. Enfin, Non, mais complètement débile. il y a des gros problèmes de montage dans ce film. Hein. D'autres scènes à venir, je vous expliquerai plus tard. Donc qu'est-ce qu'il y a après? La scène, on revoit, donc il va pour se préparer pour aller à la réception que Chichi organise dans son château. Voilà. Rien que ça. Voilà. On est Chichi. donc Chichi, une américaine d'origine chinoise, invite les gens dans son château. Et là, Ok. alors, Sangoku va pour se préparer et aux grandes dames du grand-père Sangohan, Ouais. Sangoku scarapate un peu, fait le mur pour aller à la fête sans prévenir son grand-père qui avait gentiment préparé des cuisses de poulet. Ouais, des Ouais, pigeons grillés. on les voit manger et puis qui dit oh ils étaient drôlement dodus ces pigeons. Ouais, oui. Ouais, Super. Bon. Voilà, bon, gratos. Et Pendant qu'il est à la fête, qu'il se bat avec les mecs, alors on se dit mais pourquoi ce jour-là il a décidé de se battre? C'est-à-dire qu'en gros le mec il a tous les pouvoirs, il est plus fort que la moyenne, et c'est que ce jour-là il décide de se battre, tu vois, alors qu'il aurait pu se défendre depuis bien des années. Bon voilà. Son grand-père se fait buter par Piccolo. Bon. La maison s'écroule, mais il y a quand même les 3/4 de la maison qui restent en place après quand Sangoku revient. Oui, il peut Parce- encore monter l'escalier. Hein. Voilà, c'est... Et là, Son Goku voit la lune et il dit je sens qu'il y a un truc qui va pas bien. Mon grand-père va pas bien, il faut que je retourne chez moi. Alors qu'il a 2 doigts de serrer Chichi, C'est-à-dire qui que- n'est pas farouche, il faut le dire. C'est-à-dire que à ce moment-là, le scénariste a eu un problème. C'est-à-dire que il a vu que le personnage était prêt à embrasser Chichi, il s'est dit merde, il est bien. Et en même temps, il faut pas qu'il reste là-bas puisque l'histoire doit continuer ailleurs. Et donc là, hop, astuce. Et s'il avait un pouvoir, vu que c'est un maître un peu magique, il peut avoir des sortes de sixième sens. tu vois. Il sent qu'il y a quelque chose qui va pas et il laisse Chichi en plan. Quand Voilà. il se barre, il va voir, le grand-père est mort. Voilà. Il est en train de crever et il a le droit à une scène de dernière volonté avant de mourir. Oui, il lui redit, il faut que tu aies confiance en toi. Il faut aller voir Roshi. Voilà, Roshi, tortue géniale, mais ça on en reparlera après. Non, s'il te plaît, ne parlons pas de ça. Donc il retourne dans la forêt. Je sais même pas comment. Oui, non, si, on sait pas comment, effectivement, puisqu'on le voit courir, il arrive. Bon, enfin, Sangoku, c'est un super. C'est un Saiyan à la base, là, ils en parlent pas du tout dans le film, mais bon, on peut dire qu'il a des pouvoirs. Alors, il arrive là. Magnifique scène, encore une fois, d'un cliché pas possible, où dernière parole du grand-père, il tombe la tête sur le corps du mort, avec un exercice d'introspection, de douleur, 3e degré, forcément, mais sublime. Ah ouais, mais là c'est une scène difficile hein, et on sent que le mec il a eu pas beaucoup de prise hein, parce que il est là, il fait non et il tombe, sa tête tombe par terre. Et voilà, c'est fini. Fini. Donc après, il est censé, on sait pas trop ce qu'il est censé faire. Il dit va trouver Maître Roshi. Bon, d'accord. Attends, parce que c'est Bulma qui vient le chercher à Sauf ce que moment-là. Bulma arrive. Bulma briefs. Alors oui, Bulma brief. Bulma briefs.
Voilà. Donc bon, elle est fille d'un scientifique, ce qui a à peu près raccord avec la BD ici, parce que Oui, il y a un petit flashback vite fait où en gros on lui raconte qu'on lui a volé une boule de cristal. Voilà. Mais en gros, elle, son délire à Bulma, et c'est là qu'on repart dans un truc très à la mode qui est l'environnement, etc. Elle, Bulma, son délire, c'est de récupérer les boules de cristal, non pas pour invoquer Sharon et pouvoir avoir son vœu d'avoir des gros seins, oui. Mais pour pouvoir, juste elle sait pas qu'on peut faire un Sharon avec les Dragon Ball, ce qui est tout en son honneur à la rigueur, moi on me le dit pas, je le sais pas. Voilà. Mais elle veut faire une énergie un peu inépuisable grâce au Dragon Ball. Bon, certes. On découvre dans un plan... Mais elle change vite d'avis. Dès qu'elle apprend qu'il y a un dragon qui peut se matérialiser, elle fait ok, bon c'est bon, moi j'achète. Hein. On sent la complexité du personnage et son côté... Évidemment, il y a méprise puisqu'elle pense que c'est Sangoku, donc très rapide scène de bagarre, toute pourrie. On aperçoit son détecteur. Ah oui, alors c'est là où on sent que les mecs, jusqu'au bout, ils veulent se foutre de notre gueule. C'est-à-dire que elle explique, sur le coup, lui demande mais comment sais-tu qu'il y avait une boule de cristal ici? Il fait, bah, écoute, j'ai un détecteur de boules de cristal. Alors là, et là on se dit suspense. Ah, suspense, il va y avoir un plan sur le détecteur et on va retrouver notre esprit Dragon Ball d'avant. Sachant que le détecteur de boules de cristal a un design très simple et très reconnaissable et qu'on voit tout le temps dans la série. Elle montre son détecteur et même ça ils l'ont foiré. C'est-à-dire que ils ont décidé de dire non mais on peut faire mieux. Et même ça n'a rien à voir. Et c'est même pas dans. C'est ça où je me dis, mais c'est fou quand même. Les mecs, ils ont vraiment aucun intérêt. C'est même pas une question de respect. Ils ont aucun intérêt pour l'œuvre originale. Ils ont juste dit, de toute façon, voilà quoi. Donc le détecteur, c'est un détail, d'accord, mais même ça aurait fait plaisir aux fans. Là, c'est là que tu te le faire en forme de détecteur, en rond, machin, le côté. C'est un truc que les fans ont tellement vu et revu et tout. Que ça aurait été tout con et ça aurait fait plaisir, tu vois. Et c'est, ouais. Bon. Et mais non, même pas. Bon. Donc ils partent. Chercher Roshi. Ils vont donc sur une borne des pages jaunes dans la rue. Et je tape Roshi. Il dit, bah on le trouve pas. Il y a une petite dame comme ça, habillée en japonaise, là, un peu style, les trucs à la con, enfin bref. Non, désolé, votre recherche ne peut pas aboutir, nous ne trouvons pas de Roshi. Bon, alors, donc ça prouve qu'il... Alors déjà, dans cette scène-là, qui sert pas à grand-chose, ils ont quand même glissé le fait que Sangoku est en train de manger une grosse cuisse de poulet... sauce barbecue, voilà, dégueulasse. Un truc à la genre Obélix, histoire de rappeler que Sangoku aime manger. Mais c'est là où... Autant pas le mettre, je veux dire... À quoi ça sert? Le mec, il est sur un scooter, il est en train de manger une grosse cuisse, il fait tu en veux? Elle fait non. Et voilà. Ok. Et c'est tout. C'est-à-dire que le personnage qui avait très peu de consistance et surtout très peu de cohérence, il en a encore moins. Là, on se dit mais pourquoi il fait ça? Mais bon, bref. Et jamais on en reparle après le fait qu'il mange tout le temps. C'était juste comme ça. C'est juste comme ça, genre. Moi, j'ai vu un petit parallèle avec le dîner qu'avaient préparé les moineaux, là, les pigeons. Oui, mais à la limite, on les aurait vus manger, genre comme des gros porcs, comme dans le dessin animé. Là, on aurait dit d'accord, ok. Mais là, ils se sont dit ah bah tiens, je sais où est-ce qu'on va pouvoir le faire manger sur le scooter. C'est parfait. Donc pareil, astuce de scénariste un peu foireux. Donc après, ils se sont dit bon, on trouve pas Roshi, mais rentrons dans cette maison, voilà. Maison qui est encore une fois un peu une métaphore de l'île, puisqu'on trouve une espèce de demeure un peu victorienne au milieu d'un espèce de cratère, j'allais dire entouré d'énormes buildings un peu à la Hong Kong. Ah mais c'est là où pareil, c'est-à-dire que tout se mélange. D'un côté ils disent ok, il est sur une île, donc genre pour faire genre aux fans, mais c'est bon, il est sur une île. Yoshi, c'est un original, quoi. Voilà, il est sur une île. Roshi. Ça vous rappelle quelque chose? Ouais, mais tout le reste, non, tu vois. Donc voilà, donc ils entrent par effraction complètement par hasard dans une maison, et évidemment, ils tombent sur Roshi. Interprété par un acteur qu'on aime beaucoup, Chow Yun-fat, qui là avait carte blanche. On sent très bien qu'on lui a dit, écoute, voilà, on a un personnage, on sait pas trop ce qu'il fait. Vas-y, fais-toi plaisir, propose. Il est en roue libre, Chow Yun-fat. C'est-à-dire qu'en gros, on lui a juste dit ton personnage est censé être drôle, par contre on lui a pas écrit de blague, donc tu te débrouilles entre les lignes, hein, tu meubles. Hein. Et donc le personnage qui a un t-shirt de manga et une chemise hawaïenne, bon d'accord, qui, alors, sauf que, excusez-moi mais j'essaie de me rappeler. Il fait une blague pas drôle sur le fait que Son Gohan est mort. Ah ouais.
Alors, ah oui, à un moment il dit je suis maître Yoshi, le plus grand maître, il fait il y a rien. Et après il fait oui mon grand-père est mort. Et là il fait oh merde. Et bon bref. Et donc déjà le personnage, on comprend pas trop son originalité, on va dire. Voilà, on sent qu'il est là pour dire bon, maintenant que vous êtes venu chez moi, il faut aller ailleurs, histoire que tout ce film se passe sur d'autres décors. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Où est-ce qu'il les amène? Dans une montagne pour qu'ils s'entraînent. Ah oui, il faut que... Oui, alors, non, pour qu'ils s'entraînent, c'est ça? Bah, pour retrouver une espèce de force, je sais pas quoi. Il veut préparer Sangoku pour... il lui dit, ouais, il faut aller s'entraîner là-bas. Parce que avec les quelques informations que Goku a eu de Gohan avant qu'il meure, etc. Donc par la suite, de fil en aiguille, Roshi il comprend que la prophétie, donc le retour de Piccolo... Ah oui, c'est trop drôle. Oui, voilà, je me rappelle. Parce qu'en fait... Sangoku arrive et lui dit ouais mon grand-père avant de mourir m'a fait un poème. Ah oui. Alors un poème oui vas-y. Donc bon Goku est très innocent hein, voilà. et donc le poème c'est donc celui qui possédera les 7 boules de cristal, la prophétie s'accomplira. Voilà. Et dans un Willbound, enfin ça rappelle tout à fait le Seigneur des Anneaux. Et donc il lui raconte ça mais bon, voilà, histoire de dire, voilà, j'ai un poème pour toi de la part de Sangohan. Et là, Roshi, qui est censé être quand même un maître un peu intelligent, il dit ah oui, mais d'accord, ok, parce qu'il y a une prophétie, mais en fait, j'avais jamais compris. Mais là, maintenant, je le comprends. Il faut chercher les boules de cristal. C'est-à-dire que jamais ça lui était venu à l'esprit avant. Voilà, et puis c'est beau parce qu'il poursuit après le poème, il rajoute 5 ou 6 vers en faisant des mouvements de yoga complètement débiles, quoi. Ces mouvements reviendront par la suite, malheureusement. Donc, et là, il dit oui, mais bon, on va prendre ma boule de cristal, parce que oui, il a une boule de cristal, voilà pourquoi ils sont allés chez lui. Et donc, il cherche la boule de cristal dans un coffre. Son coup regarde à gauche et il voit un truc qui brille sous une commode. Il dit, mais je crois que c'est ça. C'est son super pouvoir de Saiyan. En fait, en gros, Son Goku a ce pouvoir-là d'être une sorte d'astuce scénaristique. D'astuce scénaristique, c'est-à-dire que chaque fois qu'ils cherchent un truc ou chaque fois qu'ils doivent aller quelque part, Son Goku sent quelque chose, sent une présence. C'est ça. Et il dit ouais, je sens une présence, il faut aller là-bas. Ou je sens quelque truc, ah, c'est une boule de cristal. Donc voilà, il est très heureusement qu'il est là. Hein. Voilà, heureusement qu'il est là. Heureusement que Sangoku est dans Dragon Ball, parce que s'ils avaient fait l'adaptation sans Sangoku, ils étaient dans la merde. Ah bah carrément, mais bon, ça aurait été aussi cohérent par rapport à ce qu'ils voulaient faire, je sais pas. Hein. Donc ils ont une autre boule de cristal et ils disent bon bah maintenant il faut aller s'entraîner. Ok. Donc Roshi décide de les amener dans un lieu a priori très secret, mystique, machin, etc. en haut d'une montagne. Et alors là, ils arrivent, donc on les voit arriver dans le plan en haut de la montagne. Ils font tous une gueule de 6 pieds de long, donc on imagine que le truc a été complètement défoncé par Piccolo. Et pas du tout, c'est devenu un site touristique où tous les gens du monde peuvent venir habiller n'importe comment. Donc il y a plein de squatteurs. Et peuvent s'entraîner au milieu de nulle part. Avec des tenues complètement c'est même pas débiles. comme s'il y avait une structure, un truc. Non, en gros, ils s'entraînent vraiment dans les montagnes. Mais ils sont 160, tu vois. Et ils s'entraînent et tout le monde se bat avec un partenaire. Et là, sorti, il tombe sur Chi-Chi. À moitié surprise de voir Sangoku. Ce qui est plutôt une bonne chose, parce que si Sangoku veut se faire chichi, il faut bien qu'à un moment dans le film il les retrouve. Sachant qu'il est censé partir dans une sorte de grand périple qui l'emmène très loin, et en fait, non, il est toujours dans le même voisinage. Voilà, c'est ça. Donc Chichi est là, Chichi est très surpris. Tu fais, bah tiens, toi là. aussi tu te bats alors. C'est bien, on pourrait se battre, on pourrait parler. Voilà. Et allons marcher. C'est ce qu'elle propose. Et il dit, ah, désolé pour ton grand-père. Et il lui fait ouais. J'ai entendu pour ton grand-père. La maison s'est écroulée. Et là, elle aurait pu dire mais t'es conne, il s'est écroulé toute seule la maison. Non, il lui dit pas, il fait bon, oui. C'est ça, donc ça c'est passe. un malheureux accident. Si tu veux, on sent très vite qu'ils ont pas trop envie d'en parler. Voilà. C'est encore un sujet douloureux, il vaut mieux parler d'autre. Mais surtout, cette scène permet d'annoncer que Chi-Chi va participer à un tournoi d'arts martiaux. Et pourquoi Voilà. Donc si. Je crois que mine de rien, c'est au cours de ce tournoi-là que la méchante peut lui faire une prise de sang pour pouvoir se transformer donc, en un plan très compliqué quand même. Je veux dire, d'aller à un tournoi d'arts martiaux juste pour prendre une goutte de sang. Sachant qu'ils n'hésitent pas à tuer n'importe qui, les méchants. Ils tuent des villages entiers. Et là, par contre, ils veulent être subtils. Là. Ils se disent, on va faire ça. On va juste lui faire une petite égratignure, voilà, ça va aller. Donc, sur le chemin, il tombe dans un trou. D'accord.
Et qui c'est qui a fait le trou? C'est Yamcha. Alors tu dis, ah mais oui, Yamcha, il faisait ça. Mais oui, c'est un peu un voyou, c'est un voilà. petit bandit et tout. Mais son personnage, malheureusement... est encore très très peu réussi, Bah, voire complètement foiré. Mais carrément, c'est le personnage le plus inutile du film. C'est-à-dire qu'en gros, il est même pas drôle, il est même pas utile à l'aventure, à part le fait qu'il a une foreuse qui permet de chercher une autre boule de cristal. Oui, il arrive à fouiller, il fait un trou là, à un moment. Donc il est très peu menaçant, très peu sympathique, très peu drôle, enfin... Mais il a un 4x4, voilà, c'est ça le truc, il a un 4x4. Donc après, ils vont aller dans le 4x4 de Yamcha. Bon, Yamcha, il n'y a pas grand chose à dire. franchement, Il est joué par un acteur japonais qui, selon toi, a été redoublé. Parce moi qu'on j'ai comprend rien à ce l'impression qu'il est vraiment redoublé parce qu'il parle pas comme un japonais ou un coréen, je sais plus ce qu'il est. Il parle vraiment comme un doubleur de manga américain. Tu vois. On peut le dire, et c'est tout en l'honneur des producteurs et des auteurs de ce film de merde. Mais il y a quand même une petite histoire d'amour entre Bulma Briefs et Yamcha, le japonais. Oui, mais alors que je sens dans le manga, l'histoire d'amour était drôle parce que c'était Yamcha qui avait le problème, il pouvait pas parler aux filles, tu te rappelles? Oui. Et le premier truc qu'il voit de Bulma, c'est ses seins, il la voit toute nue, et après il y a son nez qui saigne du nez. Et c'est tout un truc sur le fait que une histoire de vie, un peu d'amour, mais finalement c'est pas sérieux. Oui, et, ils sont tous. c'est tous les deux Ils des se tirent un peu gamins. tout le temps dans les pattes. Alors que là, ils ont essayé d'en faire une vraie histoire, tu vois. C'est pour eux, ils se sont dit, non, Yamcha, c'est notre Yen Solo, Ouais. Bulma, c'est notre princesse Leia. Leur histoire d'amour va, waouh, va inspirer les gens. D'ailleurs, c'est très beau ce moment où ils sont dans la ville en train de marcher. Dans la ville, non, c'est plus que dans la ville, c'est vraiment un petit marché. Ah oui, C'est et en un trois petit dialogues, marché, sachant qu'ils se détestent parce que, enfin, ils ont rien à se dire. Et il dit un truc du style, ces gens ont l'air si innocents. Et après, il fait, waouh, je pensais pas que je pourrais m'attacher à un voleur. Et genre, elle tombe amoureuse, mais instantanément, sur la moindre connerie que dit Yamcha. C'est-à-dire que Yamcha, il voit un... Ah, bah, il fait beau. Oh, Yamcha, Je pensais pas que je qu'est-ce pouvais tomber amoureux. qui nous arrive? Donc la meuf, elle tombe très niaise, hein. Elle tombe amoureuse du premier mec qui ressemble à rien et qui lui dit n'importe quoi. Enfin, en l'occurrence, Bulma Brief, faut reconnaître qu'elle est assez sexy et moi ça me dérangerait pas si. Ah non, mais... Parce que ça m'arrive de dire des conneries si un jour elle traîne dans le coin, tu vois. D'accord, ok, on lui en parlera. On note, hein, prends des notes. Mais Donc je sais plus, là c'est très dur de reconstituer le film parce que les événements ont très peu au de bout d'un lien, moment, par- les scènes s'enchaînent, elles n'ont aucun sens les unes par rapport aux autres, c'est juste des successions de petites informations de merde, ils veulent placer un peu du spectaculaire à chaque fois. Mais il y a un personnage qui apparaît, parce qu'ils se sont dit, il manque un truc dans le film. C'est là où le producteur dit, écoutez les mecs, j'ai bien su votre casting, votre scénario, c'est très bien. On peut le faire, mais juste il manque un truc. Il manque un truc, c'est que voilà, on a des Chinois, on a des Américains, mais on n'a pas de black. Et là ils se sont dit, bah, on va créer un maître bouddhiste black, Voilà. joué par Ernie Hudson, qui est le quatrième Ghostbuster donc, de la série SOS Fantôme, avec sa petite barbe blanche et son kimono. Donc t'as ce prêtre bouddhiste à l'art martiaux Encore black. une fois, jouer dans toute la convenance qu'il faut avec aucun intérêt particulier. C'est encore une fois une espèce de plagiat merdique du Samuel Jackson des nouvelles sagas Star Wars. Oui, voilà, c'est histoire d'avoir un vieux sage black. Parce que Sinon, on considérerait que tous les blacks, si tu veux, sont des vieux cons, quoi. Tu vois, je veux Voilà. dire, il faut un sage black à la base, quoi. Donc malheureusement, ce sage black ne sert à pas grand chose si ce n'est à donner à Roshi, donc Tortue Géniale, une sorte de grosse Attends, coupe. Tu permets juste avant, ce serait peut-être bien juste de donner son nom à ce... Mais je me rappelle plus de son nom, mais C'est Yushi Norris. Yuri Norris. un truc Yuri comme Norris. ça. Et donc dès le départ, on voit ce personnage que personne ne reconnaît. Hiroshi arrive et lui dit bonjour. Yuri Norris. Yuri Norris. Et tout le monde s'éclate de rire. Non mais c'est quoi ce personnage? Norris. Et là toutes les blagues tombent. Ouais, c'est le frère jumeau de Chuck Norris, mais blagues. Enfin bref. Un personnage très dur à porter. Aucun intérêt. Et donc, pour revenir à ce que tu disais, il lui donne cette espèce de grosse peau en fonte là. Oui, il lui dit ah oui au fait quand t'auras fini tu mettras Piccolo dedans. Parce que c'est le truc dans lequel Piccolo était enfermé à un moment. Et ça a marché, c'était bien. Ça a marché pendant 2000 ans, ça a encore marché pendant 2000 ans. Donc vas-y, tu fais ça. Et il fait ok. Et il lui dit mais par contre il faudrait quand même que t'entraînes un peu plus Sangoku, il m'a l'air un peu faiblard. Et donc là, c'est là où une scène que tout le monde attend, c'est la scène du Kamehameha. Mais sauf que c'est pas un Kamehameha, c'est un Kamé. Ame
A. Et il le répète 4 fois de suite pour qu'on soit bien sûr de comprendre. C'est le Kame, Ame, A. Voilà. Et ce qui est génial dans Dragon Ball Evolution, c'est que le Kamehameha peut tout faire. C'est pas une grosse boule de feu qui détruit tout, c'est une truc qui allume les chandelles, qui redonne la vie, voilà, qui tue des méchants, qui fait du vent aussi. Voilà. C'est encore une fois avec des effets spéciaux vraiment cheapos, quoi. Oui, carrément, oui. C'est une espèce d'aurore boréale de merde. Et ils prennent le temps de montrer qu'ils s'en foutent vraiment du manga dans lequel ils expliquent comment faire les mouvements du Kamehameha. Sauf que le Kamehameha est un mouvement que tous les gamins connaissent. Et qui est quand même relativement simple. Et ils sont débrouillés pour dire non, mais on va faire le côté évolution du Kamehameha, à savoir des mouvements qui commencent par une brasse, puis des mouvements de tectonique au ralenti, et qui finit par une espèce de danse un peu à la Tiroli-Pompon sur le Chihuahua, quoi. Oui, ou alors voilà, la Macarena, quoi. Oui, c'est un peu on la a l'impression qu'ils font tourner une grande tambouille. Et moi je me suis dit, oh les bâtards, ils sont en train de faire une blague pas drôle, mais bon, bien tenté. Non, c'est sérieux, c'est-à-dire que vraiment, c'est ça, c'est le mouvement qu'il est censé faire pour faire le Kamehameha. Donc, puisqu'il doit réunir toutes les énergies, et après les condenser, et après, hop, elles sont dans ses mains, et il peut alors allumer des chandelles. Donc, au cours d'une scène, quand même, qui est particulièrement mauvaise, où Chichi allume vraiment vénère Goku et lui dit si tu allumes ces chandelles, donc elle participe de son entraînement, ce qui est quand même sympa. Oui. Si tu allumes ces chandelles, donc je te donne un objectif, ça va peut-être te motiver, etc. Ouais. Parce que lui, il n'y arrive pas, il y a un peu, vous savez, il y a problème de confiance en lui quand même. Donc elle lui dit voilà, à chaque chandelle, tu te rapproches d'un pas et au bout, à la fin, on sera l'un contre l'autre. Alors qu'est-ce qui va se passer, hein, on vous laisse deviner évidemment. Mais donc voilà, au fur et à mesure, Goku, alors ça passe par plein de stades, il y arrive plus, il y arrive tout, bon, enfin bref, et à la fin, ça se finit en fondu au noir. En fondu au noir. Bon. Et cette scène est vraiment débile, mais sauf que juste avant, on a vu que la meuf, la méchante inventée, qui s'appelle Mei, mais jamais on lui dit son nom, je crois. Enfin bref, c'est une méchante qui sert juste à faire des trucs que Piccolo peut pas faire. Et elle a pris du sang de Chichi lors du fameux tournoi pourri d'arts martiaux. Donc on se dit, ah la salope, elle est en train d'allumer Son Goku, alors que c'était pas lui, un peu réminiscence de X-Men avec la meuf qui échange de corps. Pas du tout en fait, c'est vraiment Chichi qui fait ça. C'est vraiment Chichi, donc après on enchaîne sur une petite scène encore très teenage movie, sortie de genre camp de colonie de vacances, là. Alors tout le monde sort de la chambre, genre ah c'était super, ah il est là lui, ah vous êtes pas encore couchés les garçons, ah c'est super, ah il est là, qu'est-ce que tu fais là? Ah bah écoute, je vais partir, d'accord, ok, oh, bah dis donc, et après t'as dit ça, tu fais, oh là là, bah dis donc, c'est ceux qui paraissent le moins, et là t'as le coup arrive, et salut, ça va? Oh non, elle a les boules de feu, les boules de cristal, et donc, il pourchasse Chichi, qui finalement n'est pas Chichi. Voilà. Après, Son Goku doit se battre avec les deux Chichi sans savoir laquelle est la vraie Chichi, il tape la mauvaise, à la limite c'est peut-être la seule bonne blague du film, il fait shit, il prend un gros coup, il tombe dans les pommes. L'autre meuf. Ah oui, si, tu sais, quand elle, avec son pistolet ionique, là, elle fait une grosse boule de feu, et tu sais, ils sont devant le truc un peu en flamme, comme ça, sachant que c'est tous un peu des super ninjas, les mecs qui font des trucs de ouf, et là, ils font genre, ils les voient se battre de l'autre côté. Faire le tour. Oh, je sais pas comment, on peut pas passer et tout. Attends, je connais un chemin. 10 minutes plus tard, ils arrivent dans la porte d'à côté. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont fait ils ont mis, je sais pas combien de minutes pour juste aller dans la porte d'à côté. Et donc du coup la nana arrive à s'enfuir. Elle arrive à s'enfuir, Son Goku est dans les pommes. C'est là où Roshi, dont le Tortue Génial, dit oui je vais utiliser le Kamehameha. Le Kamehameha pour ressusciter Son Goku. Donc c'est là où tu te fais... Donc il lui met un gros Kamehameha dans la gueule et puis donc ça va mieux. Donc alors à ce moment-là du film tout va mal, c'est-à-dire que mais ils annoncent un truc, ils annoncent le fait que Son Goku, parce que histoire pareil d'avoir une réminiscence à la sortie des autres, chaque fois qu'il touche une boule de cristal, il a des flashs. Il voit l'éclipse, il voit des trucs et sans trop réfléchir, il sait qu'il doit battre Ozuru, qui est l'acolyte de Piccolo, qu'on ne voit jamais. Vous allez voir pourquoi. Mais lui, il le sait qu'il doit le battre, même si par un moment, il est là, quoi. Il sait juste qu'il doit le battre. Et dans le rêve, qui fait qu'à un moment, ils sont disant morts, il dit il faut que je batte Ozuru. Et t'as Son Gohan qui lui fait, son grand-père, oui, et il faut que tu aies confiance en toi d'abord. Tu fais avance alors. Donc à ce moment-là, Son Goku ressuscite entre guillemets.
Il dit bon maintenant Piccolo a toutes les boules de cristal. Donc, Merde. ouais. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va aller au temple des boules de cristal. Très pratique pour savoir où va le méchant, hein, parce qu'il pourrait être n'importe où, mais maintenant ils savent où il va. Le temple des boules de cristal qui est encore une fois un truc complètement débile puisqu'ils mettent des boules de cristal dans le sol et là il y a un espèce de château de roches qui se forme et ça fait l'endroit, l'espèce d'hôtel où tu peux invoquer Charon, ce qui encore une fois est complètement absurde. Mais je crois qu'on a oublié de sauter une scène qui est encore une fois qui est peut-être vraiment la plus mauvaise scène du film avec encore une fois cet humour ravageur qui tombe complètement à l'eau. C'est quand Piccolo envoie ses petits méchants qui... Attends, non, mais c'est sur le chemin. Oui, bien sûr. Attends, mais oui. Ah oui, mais ça c'est la pire scène. Non, oui, absolument. Donc à un moment donné, je sais plus dans quelle circonstance, mais ils sont dans un volcan. Il y a de la lave. Je sais plus comment ils sont démerdés. Et ils ont une des dernières boules de cristal à aller choper. Oui, qui est posée comme ça, qui attend, qui était là. Yamcha la voit de loin. Et il se prend un coup de vapeur brûlante sur les fesses. Il fait oulala, ça brûle, ça brûle. Et les autres ils vont oh Yamcha, c'est eux qu'il est con. Pareil, gratos, pas drôle, un peu embarrassant même. Et là, à ce moment-là, Piccolo dans son vaisseau, parce que chaque fois Piccolo est dans son vaisseau, espèce de truc avec des. Voilà quoi, il vole. Et une scène qui est très surprenante parce que qui sort de nulle part. Il se met sur un fauteuil. On lui prélève du sang. Et c'est très dur. Oui, et il souffre. Très en il crie. Alors là, on est toujours là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il fait? On croyait qu'il était en train d'invoquer le petit cœur. Et derrière, on voit une masse qui se forme et on se dit, oh le bâtard, il est en train de créer, de donner naissance à Petit Cœur. On se dit, voyons, ça s'appelle surprenant, il peut se passer des trucs de ouf à ce moment-là. Pas du tout, il invoque des monstres qui. Et c'est là où c'est pour ça que cette scène est très dure à visualiser parce que il est évident qu'ils ont un problème de design, un problème d'effets spéciaux. Et donc toute cette scène est montée de sorte qu'on ne voit jamais les monstres, on voit que les gens qui se battent, on voit que des monstres dans l'ombre, en très gros plan et très floutés, et on voit jamais vraiment. Parce que je sais que ces monstres qui n'ont encore une fois aucun intérêt, qui sont des petits sbires merdiques. Du style, comme dans tous les Power Rangers, t'as les sbires qui arrivent, ils sont. Ah, c'est ça, très bonne comparaison, parce que ils font vraiment méchants Power Rangers, quoi. Et donc ils se battent, et très vite, ils comprennent très vite que seule la lave peut tuer les monstres. Ok. Ce qui tombe assez bien, puisque Sangoku, ça donne l'idée à Sangoku de constituer un petit pont qu'on retrouve notamment chez comment il s'appelle, Crocodile Dundee là, tu sais, genre il saute par-dessus les crocodiles, tu vois. Donc là c'est ça, il balance les méchants dans la lave, on voit des plans, des en séquences. En gros, il y a 15 méchants et franchement les méchants sont tellement bidons qu'ils ont juste à les prendre et à les jeter dans la lave un par un, et tu le vois vraiment en train de les mettre un par un, genre hop et hop et hop et hop. Et ça fait un pont dans lequel Sangoku peut faire des petits sauts. Et encore une fois, les images de synthèse sont très mauvaises et donc il arrive à obtenir cette boule de cristal finalement. Qui se fait immédiatement choper par la fille qui arrive. La fameuse Mei qui sort de nulle part. Donc cette scène est vraiment quand même, enfin, elle sort vraiment de nulle part et il y a une idée très ambitieuse là-dedans qui est visiblement a pas été réussi au niveau des effets spéciaux, au niveau de tout, au niveau de l'humour qu'ils veulent les faire transparaître. Enfin, ça n'a aucun sens. Encore une fois, ça n'a aucun sens. Et donc on arrive à là, on est quasi là, on est à la fin du film. Voilà, hein. Donc Satan et sa petite pupute Mei là vont pour invoquer Charon. Ils commencent, ils arrivent. Il y a un précipice. Ils sont en 4x4, il y a un précipice. Heureusement, le précipice peut voler. Le 4x4 se met à voler. Voilà. Alors problème de manipulation, Yamcha machin fonce dans le temple du dragon là. Donc il ramasse l'hôtel, tout ça, c'est le bordel. Piccolo est très en colère parce que toutes les Dragon Ball sont parties un peu à droite à gauche. Et il y a un échange de boules de feu avec très vite avec Roshi. Voilà. Roshi se fait dégommer. Voilà. À ce moment-là, Sangoku qui se trimballe le kimono de son grand-père depuis le début
et n'avait aucune raison de le mettre depuis le début puisque Voilà, dans la voiture, il se change en vitesse. Il sent que là, si tu veux, c'est la fin, la scène finale qui approche. Ouais, donc il faut qu'il change. Voilà. Donc il met le célèbre kimono orange qui est très très mal Oui, reconstitué. Et comme ils disent justement, comment s'appelle le truc qu'on a vu hier soir là il est pas, il est bleu. Le bas est bleu, voilà. Donc bon, bref. Donc il décide, il dit à Piccolo, il dit ouais, j'ai pas peur de toi, je vais te battre. Et puis il est où Ozuru, ce bâtard, hein, ce grand gorille, que je me le frise. Piccolo lui dit, bah écoute, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi parce que tu vas pas pouvoir battre Ozuru, c'est vraiment débile parce que c'est toi Ozuru. Eh oui, et là, qui l'eût cru, l'eût cru. Et là il fait, hein? À ce moment-là, éclipse totale, il se transforme en gorille en 2 secondes. Voilà, donc alors une transformation. Et c'est là, il y a le même problème avec le gorille qu'avec les petits sbires, c'est qu'ils ont dû foirer vraiment le truc, et en gros, on le voit très peu. C'est qu'en gros, on voit ses pieds, on voit ses mains, on voit tout, on voit. Toujours pareil, là, je m'adresse un peu aux fans dans une certaine mesure, mais on se souvient tous quand même de l'imposante taille du gorille, qui fait la taille d'une montagne, qui déchire ses vêtements, et chaque fois qu'il se transforme, après, il est tout nu. Il est tout nu, c'est ça tout l'humour du truc. Là, rassurez-vous, Sangoku ne sera pas tout nu puisque le gorille fait la taille de Sangoku. En fait, c'est plutôt un loup-garou, voilà. Et donc il est très méchant, il décide de pourchasser Bulma et Yamcha. Scène obligatoire, le soi-disant voleur qui en fait apprend à aimer une fille et décide de se sacrifier à la fin. Il dit non, go, go, you must go, go, go. Mais go! Bon, et il se sépare, lui il décide de. Je sais pas s'il décide de faire, ça n'a aucun intérêt ce qu'il fait, il sacrifie son Kratos. Ouais. Il se fait jarter par le gorille, donc en gros son sacrifice n'a aucun intérêt. Mais rassurez-vous, il est pas mort. Hein. Oui, parce qu'en fait ça sert à le mettre dans une autre. À le mettre hors champ. En fait, ce sacrifice lui permet d'être hors champ pendant un bout de temps, pour qu'au moment où Bulma se bat avec la fille et où elle va se faire buter, il puisse arriver au dernier moment. Pour buter la méchante. Dans le dos. Dans le dos. Tant qu'à faire. Très très classe, tu vois. Tant qu'à faire. Donc déjà, le retour du héros moyen, quoi. C'est ça. Pistolet à ion dans le dos, ça laisse aucune trace. C'est très propre, y a pas de problème. C'est vraiment bonne morale pour les enfants. Voilà. Donc pendant ce temps-là, donc le gorille, après t'as Roshi qui décide de se battre contre le gorille. Et le gorille, donc à savoir Sangoku, qu'on voit très peu. Hein. Mais honnêtement, on doit le voir quoi, 3-4 minutes il doit avoir 5 plans au maximum dans lesquels on le voit en entier de loin. Donc en gros, pendant tout le film, on annonce qu'il va y avoir une grande bataille entre Sangoku, Piccolo... Et surtout que le gorille, quand tu le vois dans l'espèce de flashback et tout, tu vois juste sa tête et tu dis, oh, t'imagines qu'il va être énorme, waouh, ça va déchirer. Non, parce que c'est ça, c'est-à-dire que pendant les visions de Sangoku, la Seigneur des Anneaux, là, quand il a... Comment il s'appelle déjà dans le globe dans le Seigneur des Anneaux, je sais plus. Hein. Le Palantir. Le Palantir, c'est ça. Bon, et ben, à chaque fois qu'il a ces visions-là, il te balance une succession de plans avec des effets spéciaux de ouf où tu te dis, waouh, ça va être complètement. Ça va bien se lâcher à la fin, évidemment, rien du tout. Donc, très vite, si tu veux, Sangoku devient Ozaru, machin, le gorille. Très vite, il va pour buter son copain et il fait, ah non, il faut que j'ai confiance en moi. Non, il le bute. Il bute quand même Roshi. Alors, Roshi lui dit, toi seul peux battre Ozuru. Et juste après qu'il est buté, il fait merde, et là il redevient Sangoku. Alors attention, c'est là où c'est là l'essence même du film. L'essence même du film repose sur cette scène-là. Pourquoi? Parce qu'une des premières phrases que le dit Sangohan à Sangoku, c'est la première règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Voilà. Alors, au début, cette phrase paraît un peu énigmatique, du style d'où ça sort, mais pourquoi il dit ça? Bon, bref, c'est pas grave à dire. Et à la fin, ça prend tout son sens parce qu'en gros, il redevient un humain. Piccolo est sur le cul, il fait quoi? Mais c'est pas possible, il y a l'éclipse, t'es un Saiyan, enfin bon bref, lui dans sa tête c'est très clair que il doit pas être en humain à ce moment-là, il doit être un gorille. Et Sangoku lui fait la seule règle qu'il existe, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est ce que mon grand-père m'a appris. Et donc c'est grâce à cette philosophie que les scénaristes se sont permis de dire de toute façon il n'y a pas de règle. Il peut se passer n'importe quoi, on s'en fout. C'est ça. Et donc ils disent voilà, c'est ça qui est formidable Dragon Ball, c'est dans leur tête, c'est que il peut se passer n'importe quoi, ça n'a aucune cohérence. Alors réplique ultime, pour être moi-même, il faut que je sois double. Voilà. Donc pour être en paix, donc pour que Sangoku puisse sachant que s'accomplir ce qui est dans le film. Alors que même dans le manga,
Très vite, il se transforme en gorille et très vite, il y a ce côté un peu ambivalence du personnage qui est à la fois un enfant et en même temps une sorte de gros monstre et qui en plus a tué son grand-père sans s'en rendre compte. Donc il y a quand même une ambivalence dans son personnage. Là, à la fin, il apprend qu'il est un gorille en 2 secondes et tout d'un coup, il résout le problème en 2 secondes. C'est-à-dire en gros, c'était un personnage qui n'avait pas du tout de double facette. Il en a une vite fait à la fin, il se transforme en gorille, il dit ah mais oui mais non, pas cette fois. Et donc il arrive à résoudre le problème en 2 secondes. Et comme s'il était double, c'est-à-dire qu'ils font croire qu'il a des problèmes. Il n'a pas de problème en fait. Et histoire de battre le méchant avec une... il dit à voix haute ce qu'on a déjà entendu à voix haute plein de fois. Il faut que j'ai confiance en moi. Voilà. Donc là, Kamehameha. Alors attends, c'est là où on se dit bon. Ça y est, on va retrouver l'essence de notre enfance. Ça va être formidable. Piccolo est en l'air en train de voler. Sangoku est vénère, il va se passer un truc qui va ressembler un peu à Dragon Ball. Il forme une énorme boule de feu. Il décolle vers Piccolo. C'est là où il lance le Kamehameha et sans raison il décolle. Et il traverse la boule de feu. Et en fait son Kamehameha n'a rien d'une boule de feu finalement. C'est juste une sorte de façon de se propulser en l'air. Et c'est la fin du combat. C'est-à-dire aussi vite qu'il a commencé, il est fini. Et là, les gens ils étaient vénères. Ils se sont dit, bah oui, parce que vous vous souvenez tous là de l'image où on voit Piccolo traversé par Sangoku en plein milieu dans son ventre, là dans son insigne. Voilà, donc on touchait ça du doigt et hop, combat fini, c'est terminé, rien du tout, Piccolo est mort, on s'en branle. Et alors, à ce moment-là. Gros problème, les gens ils disent putain, même les scènes de combat sont foireuses, mais voilà, il reste un truc à faire, il fait oh Roshi est mort, non, et là Son Goku il fait oui mais on a laissé le bout de cristal et on peut exaucer un vœu, et là dans la salle, je sais pas qui a dit ça mais franchement je le félicite, à partir du moment où Son Goku a dit on peut réaliser un vœu, un des maîtres dans la salle de cinéma a dit refaites le film. Et tout le monde a applaudi quoi. C'était vraiment énorme parce que franchement les gens étaient ils étaient tous d'accord quoi. S'il y avait un vœu à faire, refaire le film quoi. Donc Chiron arrive en 2 secondes, on le voit arriver de loin très flouté en surbrillance. Donc Chiron qui à la base est un dragon qui exauce les vœux, ce n'est même pas un dragon là, c'est une sorte d'image de synthèse sans texture qui brille histoire de faire genre. Donc il arrive, il souffle sur Roshi qui se relève aussitôt. La petite blague entre copains, mais non, tu as encore des choses à faire, c'était pas fini pour toi. Et là, vu le match, il fait oui mais maintenant on n'a plus de boules de cristal, il faut encore les chercher. Et c'est là où les mecs se sont dit ouais, on va annoncer la suite parce alors là pareil, grosse réaction dans la salle, tout le monde se fait non, il va pas y avoir une suite, attends c'est quoi ce délire et tout. Donc, et là t'as Sangoku qui fait d'abord j'ai une seule chose à faire. Sans raison, il se retrouve dans le tournoi des arts martiaux où il n'y a plus personne. Avec Chichi. Donc ils se battent. Non, ils se battent même pas. Ils vont pour se battre et ça se termine sur l'image la plus une sorte de. C'est que le dragon là, tu sais la vie de Bruce Lee là. Oui, c'est le coup de pied en l'air et les deux vont pour se taper. Et à la limite, ça reprend un peu des fois le fait que Son Goku et Chichi se battaient. Ouais, mais en l'occurrence, par rapport à ce qu'on a dans le film 2, ça n'a absolument aucun intérêt. Oui, déjà, là, ça ne veut rien dire. Donc voilà, fin. Les 2 coups de pied qui vont l'un sur l'autre, comme ça. Logo. Plan fixe. Grosse show à l'américaine. Dragon Ball, machin. Fin. Générique. Les gens partent. Alors il y a 70% de la salle qui va pour se barrer. Tout le monde est dans le couloir au moment de sortir. Et là... l'image réapparaît. Attention. Et il y a une dernière scène. On retrouve un personnage. C'est-à-dire que ce genre de scène arrive souvent dans les films, dans X-Men, on fait la même chose. Chaque fois, t'as le générique qui arrive, et hop, t'as une dernière scène qui t'annonce quelque chose. Mais il faut le faire quand même. Je veux dire, il faut assumer de dire attendez, on a encore un petit truc à vous dire qui va vous faire plaisir. Allez les fans, c'est pour vous, c'est cadeau. Alors la scène dure en gros 2 minutes. Mais un peu plus quand même. Dans lequel il se passe rien. On voit une meuf qui fait une soupe. Elle fait de la soupe. Sachant que c'est un personnage qu'on a retrouvé, qu'on découvre quand même avant là, dans une de ces scènes où Piccolo va défoncer un village pour récupérer. Elle est censée être morte. Hein. Voilà. C'est censée être la maman d'une petite fille, enfin voilà, une paysanne de n'importe où. Enfin, voilà, et donc on la retrouve à ce moment-là, va savoir pourquoi, qui prépare la soupe. Elle se dirige vers une pièce où on voit qu'il y a un lit, on voit très bien qu'il y a quelqu'un sous les draps, on se dit mais qui ça peut être? Et là, on voit, ça se termine sur le gros plan le plus pathétique, sur
un gros plan de Piccolo qui sort des draps, mais... Qui sort des draps, genre, qu'est-ce que ce fou là? Qui regarde la caméra, genre, aidez-moi, genre, enfin, genre, ça annonce la suite. Ah, c'est la merde. Donc en plus, dans l'esprit des scénaristes, c'est pour imaginer que Satan Petit Cœur et Piccolo sont la même personne. Voilà. Ce qui est et absolument en absurde. gros, deviendra une sorte de personnage récurrent et pas forcément aussi méchant. Donc, aux chiottes. Donc vraiment, voilà quoi. Je veux dire, si vous allez écouter ce podcast en entier, c'est que vous n'avez pas à le voir. Quoi. Là, on vous a donné quand même l'essence du film. Donc, il n'y a pas grand-chose à rajouter. À part peut-être qu'il faut insister, je crois, sur la merde que c'est ce film. Non mais, genre, franchement... Toi, tu dis tu t'es pas emmerdé. Je me suis pas ennuyé parce qu'il y avait une bonne ambiance. Il y avait une très bonne ambiance. C'est juste, mais sinon, tu reconnais que, je veux dire, scène après scène... Non, mais rien n'est intéressant. Mais disons que pendant tout le film, moi, je me suis dit, de toute façon, tout ce qui va être intéressant, ça va être le combat final. Dans un film à gros budget, tout est dans le combat final. Et t'as beau te faire un peu chier, au moins tu te dis, il y aura un combat de ouf. Et le fait que, même pas... me fait vraiment poser des questions sur l'état de santé des gens qui ont fait ce film, tu vois. Mais en fait, alors pour la petite histoire, sachez que ce film-là a été écrit il y a quelques années. C'était un projet que la Fox avait dans les tiroirs. Et il y a un an, il y a eu, enfin il y a même 2 ans, il y a eu la grève des scénaristes. La grève des scénaristes, donc plus de scénario pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et donc la Fox s'est retrouvée à devoir ce qu'on appelle greenlighter, donc lancer en production des projets qui ne pouvaient pas être écrits, donc des projets qui étaient déjà écrits depuis longtemps mais qui n'avaient pas été faits pour une raison très claire. Le scénario n'était pas prêt, le scénario n'était pas bon. S'ils l'ont pas fait il y a 10 ans, c'est qu'ils voulaient pas le faire, ils sentaient que c'était de la merde. Et là ils se sont dit bon bah on peut pas l'écrire, ils ont même pas le droit de le retravailler, puisque c'était la grève des scénaristes. Donc en gros ils étaient obligés de le filmer tel quel. Et ça explique, voilà quoi, l'erreur quoi. La faiblesse scénaristique. Mais moi, ce qui me fascine dans ce film, c'est qu'on a une époque où on a eu Le Seigneur des Anneaux. Très bonne adaptation, un film, voilà quoi, plein d'Oscars, plein d'argent. On a eu Harry Potter. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste quand même assez du bon niveau pour un film pour enfants. Moi j'aime beaucoup, Florent n'aime pas, mais globalement ça reste respectable. On a Spider-Man qui a été bien adapté par Sam Raimi et tout, et qui arrive à éviter plein de pièges et en même temps à être très fidèle tout en apportant des choses en plus. On a eu les Watchmen, très bonne adaptation, très bon film, même si d'un point de vue de grand public c'est très difficile à vendre. Et là ce film, il sort tout droit des années 80, tout droit de l'époque où les producteurs s'en foutaient des fans, tout droit de... C'est très simple, c'est le même état d'esprit que Batman et Robin. C'est-à-dire qu'en gros... c'est ça, voilà, c'est ça. On pourrait comparer à Batman et Robin parce que... C'est le Batman et Robin de notre décennie. Ouais, voilà, parce que c'est le film où les producteurs ont dit on a le nom qui suffit. Maintenant, autant tout réinventer, faire un côté junk que les gens vont aimer, un côté un peu funky, avec des couleurs, parce que c'est ça que les jeunes ils veulent. Et grosse erreur de A à Z, quoi. Et gros foutage de gueule. Voilà quoi. Et donc, tout ce que je peux espérer, moi, c'est qu'ils en fassent un nouveau. C'est que dans quelques années, ils fassent un reboot, qu'ils engagent un vrai réalisateur et surtout un vrai scénariste. Que ce soit Stephen Chow qui réalise par exemple. Et qu'ils fassent un casting audacieux aussi, parce que. Donc excusez-moi pour la coupure. Ouais. Voilà, donc je disais, et avec un casting audacieux, parce que de nombreux projets ont déjà quand même prouvé qu'ils pouvaient être bons sans forcément prendre des têtes d'affiche, des pseudo-stars débiles. Les Watchmen, même Seigneur des Anneaux, les acteurs n'étaient pas connus. Ils sont pas obligés. Il faut juste être malin, c'est-à-dire que ce soit les Seigneur des Anneaux où en gros ils ont réussi à faire des. En gros, ils sont très fidèles à l'œuvre, mais il y a des gros changements qui vont dans le sens de l'époque, qui vont dans le sens de la structure narrative d'un film, et ils sont bien sortis, donc c'est pas impossible. Non mais là c'est qu'ils avaient vraiment un problème de doigt dans le cul. Non mais c'est surtout que c'est-à-dire que c'est vraiment le problème de certains producteurs aux États-Unis par rapport à la culture japonaise, c'est qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est. C'est-à-dire qu'en gros, ils pensent que Dragon Ball
est un obscur manga que personne connaît, alors que c'est peut-être le manga le plus connu du monde. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire qu'il pourrait adapter n'importe quel autre manga, celui-là c'est le plus connu. Et il pense que qu'il n'y a pas assez, qu'il faut, en gros, il pensait pas aux fans, il pensait à tous ces jeunes de 12 ans qui voilà quoi, vont au cinéma avec les copains et qui n'ont pas vu le manga. Le problème c'est que même les jeunes de 12 ans ils ont vu le manga, c'est-à-dire que c'est pas un manga qui, même s'il est un peu vieux maintenant. Ah ouais, non, mais ça. Tous les jeunes. Moi j'ai mes gamins là à l'école primaire, ils connaissent. Moi quand je leur ai dit ah ouais j'ai vu les cartes, je connais, je leur donne leur nom, ils font genre oh, mais tu connais. Oui parce que c'est un truc qui ne vieillit pas ça, vraiment. Ça vieillit pas bien sûr, ça peut pas vieillir puisque c'est déjà bon. Ça, c'est une grande œuvre quand même. Oui, c'est dire ce qu'il y a. Et autant je peux comprendre toutes les difficultés que peut avoir un scénariste pour adapter un scénario, mais pourtant dans Dragon Ball de base, l'histoire est tellement simple qu'il y a quoi faire un film. C'est un gamin des forêts qui rencontre une jeune fille un peu délurée et qui décide de trouver les 7 boules de cristal. Il n'y a pas plus simple comme histoire. Pourquoi ils veulent la compliquer en mélangeant toutes les époques, en mélangeant toutes les références? Il n'y a pas plus simple. Et ils se débrouillent pour en faire un truc qui... Disons que le paradoxe, c'est que dans une adaptation à l'américaine, souvent ce qui se passe, c'est que ils arrivent à retrouver des archétypes. Par exemple, Star Wars. Le premier Star Wars, c'est un film qui regroupe tous les archétypes des contes et tout, des films de Kurosawa. Donc d'un côté, il est très familier, et en même temps, il fait frais, il faisait nouveau à l'époque. C'était genre, waouh, on n'avait jamais vu ça, et pourtant, tout c'était... dans le scénario était très très ancré dans l'imaginaire collectif. Là, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que tout est stéréotypé, tout est forcé. Les personnages parlent, mais ça vient pas d'eux-mêmes. Et tu sens les répliques venir à des kilomètres parce que tu as l'impression d'avoir vu ce film. Et pourtant, tout est bizarre. Tout est vraiment bizarre. C'est-à-dire qu'en gros, un mec qui n'a jamais vu le manga et qui voit ce film ne peut rien comprendre. Il peut dire, mais qu'est-ce que c'est ? Où est-ce que ça se passe dans le futur? Mais pas vraiment. Il pourrait rien comprendre, quoi. Donc voilà, en conclusion de tout ça, on peut donc, au cas où vous n'auriez pas compris, vous rappeler que ce film est disponible en téléchargement sur tous vos sites torrent ou émule, etc. Voilà. Donc n'hésitez pas à le télécharger ou pas. Ou pas du tout. N'hésitez pas aussi à acheter les mangas et voilà, plutôt, ouais. Voilà. Plutôt. Bon, et ben alors, merci de nous avoir suivis sur FrenchNerd.com.